cette formation devait se dérouler dans le musée afin que vous puissiez appréhender quel outil était Bibract et comment les enseignants pouvaient s'en servir, s'en emparer. Donc là, je vais essayer très rapidement par quelques images d'illustrer ce que vous a présenté Vincent Guichard, c'est-à-dire effectivement Bibract, on a ce site naturel et archéologique, qui est vraiment cette archéologie, ce travail de terrain, de fouille, qui est vraiment la source de toutes nos réflexions, sachant que l'archéologie est une discipline extrêmement matérialiste et qui a du mal à répondre à certaines questions. Notamment celle du genre. Voilà encore d'autres images d'une archéologie en train de se faire, et je crois que c'est l'intérêt de ce lieu, Bibract, qui est en fait un endroit où on va peut-être vous amener souvent plus de questions que de réponses, c'est-à-dire que l'archéologie étant en train de se faire année par année, les interprétations que l'on va avoir de ce site archéologique, qui est une ville gauloise, grosso modo, du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête, notre regard va évoluer année par année. Donc je pense que c'est un petit peu l'intérêt de ce lieu, et pour tout le corps enseignant, ne jamais hésiter à nous consulter, à consulter ma collègue, un responsable de la médiation, Oriane Rousselet, quand il y a des questions ou pour votre part une envie de traiter un thème, on peut voir si ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut co-construire. Alors là, quelques images du centre de recherche, je vous ai montré le site, tous les prélèvements, les objets mobiliers ou les prélèvements seront amenés au centre de recherche à 5 km du musée pour être traités, analysés. Et ces locaux du centre de recherche, dans le cadre de projets un petit peu longs, d'un minimum de 3 jours, sont utilisés par les scolaires, par les gens qui viennent travailler avec nous, comme si ils étaient une vraie équipe de recherche. La dernière image que je vous ai mise sur le PowerPoint, la dernière image qui se situe en bas à droite, où on voit tous ces classeurs colorés, c'est pour bien vous montrer que l'archéologie en fait produit de l'archive, énormément d'archives, et que on a toujours une image de l'archéologue sur le terrain, et que finalement on passe beaucoup plus de temps en salle à écrire, ou encore dans une bibliothèque à analyser les données que l'on a pu trouver. Alors j'attends que ma prochaine image charge. Voilà. Donc ce centre archéologique européen a été conçu et fonctionne comme un outil vraiment au service de l'archéologie. En haut à gauche, vous voyez un centre de documentation qui, je vous le signale, est ouvert à tout public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. C'est vraiment un centre de documentation extrêmement important, fait pour des spécialistes, mais aussi pour des non-spécialistes. Et j'en profite également pour signaler qu'on peut faire un très joli travail de médiation ou avec les enseignants dans ce centre de documentation. Par exemple, pour le thème qui nous occupe aujourd'hui, on aurait pu tout à fait, avec une classe par petits groupes, regarder dans ce centre de documentation ce que nous avions sur ce thème du genre. Sur l'autre image, vous avez là une collègue, Chloé Moreau, qui est en train de travailler un rapport d'activité. Vous voyez sur son écran un plan de maison en bois. C'est en fait tout ce travail souterrain que l'on fait, qui consiste à publier, à rendre lisibles nos données. Donc en fait, nous devons chaque année publier un rapport sur les activités de recherche et puis plus globalement des publications de synthèse sur le travail qui est fait ici. Donc une ressource, ces petits livres que vous voyez ou ces gros livres sur la dernière image à droite, sont disponibles et sont une ressource
pour tous, hein, pour monter des projets à Vibrac ou pour son propre intérêt d'ailleurs. Hein, je n'ai pas commenté la photo, là vous voyez le photographe à l'œuvre. Toutes les photos qui sont dans le PowerPoint hein, sont d'Antoine Maillet, donc le photographe de Vibrac. Et c'est aussi, hein, la photographie est aussi une ressource importante. Hein. Nous disposons d'un fonds photographique de 150 000 clichés numérisés que nous pouvons tout à fait, dans des conditions particulières, mettre à votre disposition, enseignants, hein, pour vos besoins hein, et pour travailler sur les sujets qui nous occupent. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Hein. C'est une ressource assez méconnue du centre de recherche. Je reviens sur ce site hein, qui est vraiment un lieu de médiation et d'accueil du public. Bon, cette année, c'est un peu particulier. Notre public nous manque beaucoup et le public scolaire en particulier. Hein, mais sachez que pour les gens qui sont déjà venus, hein, on essaie, dans la mesure du possible, de donner un maximum d'informations aux visiteurs hein, pour qu'ils puissent un petit peu savoir ce qu'ils voient. Et sur l'image hein, que vous avez en bas de l'écran, une fouille archéologique, une fin de fouille, voilà, un mur qui a été mis au jour. Et il est vrai qu'on sent bien qu'on a besoin d'une médiation hein, pour lire un petit peu ce travail qui a la particularité hein, d'être détruit, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on fouille, où on connaît le terrain, on détruit. Hein. Et les restes, hein, les vestiges, qu'on appelle les vestiges, peuvent être assez difficilement lisibles. Hein, et c'est pour cela que la médiation a toujours été réfléchie et intéresse et vraiment prépondérante hein, dans les activités de Vibrac. Bien sûr, un musée dans lequel nous aurions dû être tous ensemble aujourd'hui, hein, qui en fait hein, présente les résultats hein, de cette recherche. Comme je vous le disais précédemment, hein, l'archéologie est vraiment une science destructive, drôle de science, hein, qui détruit son objet d'étude au fur et à mesure. Et pour cette compréhension hein, de notre travail et ce partage, hein, le musée en fait joue ce rôle d'expliquer non seulement nos résultats, mais avant tout hein, quelle démarche nous mettons en œuvre, et hein, c'est-à-dire comment on sait, comment on construit ce savoir, comment à partir de quel outil, de quel raisonnement on va vous présenter des résultats. Donc on est très intéressé par les méthodes de l'archéologie hein, sur tout ce raisonnement et cette construction et ce partage des savoirs. Alors là, on va rentrer plus dans le vif du sujet hein, sur la question hein, de la femme et comment la voit-on ou ne la voit-on pas en archéologie. Effectivement, je vous ai mis là sur la gauche une image tout à fait contemporaine de l'artiste Sarah Lucas qui normalement aurait dû être visible en ce moment même au Consortium Muséum à Dijon, Centre d'art contemporain. Et voilà une image contemporaine hein, d'aujourd'hui, une vision de la femme absolument particulière, hein, mais voilà, c'est une image qui est construite, qui raconte des choses. Et puis, ben, en regard, hein, l'image de la femme, une image de femme gauloise. Donc, en fait, cette image issue d'une monnaie sur votre droite, et pour les Gaulois, hein, si on se situe au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est bien une image contemporaine. Donc, dans les deux cas, vous avez finalement une image du thème de la femme vu hein, aujourd'hui, hein, c'est-à-dire en 2021 par Sarah Lucas et au IIe siècle avant Jésus-Christ pour les Gaulois. Donc vous voyez que ces images, eh bien, ce sont des constructions qui portent un discours qui très certainement a un certain écart avec la réalité. Donc on pourrait effectivement, dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, questionner ces images. Et si j'ai commencé par une image contemporaine, c'est aussi pour d'emblée poser la question de se dire, mais finalement, en 2021, aujourd'hui, si nous discutons entre nous, j'ai fait l'exercice, quel est l'objet, hein, puisque nous sommes archéologues à Vibrac,
quel est l'objet qui est vraiment révélateur ou qui marque la femme aujourd'hui. Alors c'est assez compliqué parce que si on regarde ce travail de Sarah Luca, effectivement, ces petits collants roses, mais en fait, rien ne nous dit qu'ils sont exclusivement portés par les femmes, ni les chaussures. Hein, donc là, on commence aussi à approcher la question du genre, c'est-à-dire que pour savoir, pour avoir l'information totale, il nous faut le contexte. On ne peut pas savoir un objet, on peut avoir une interprétation complètement différente selon son contexte archéologique, contexte social. Alors, je vois que mon PowerPoint avance tout seul, très bien. Deuxième image, donc comme vous le disiez, Vincent Guichard, hein, pour construire mon propos du jour, je me suis appuyée effectivement sur une exposition temporaire qui, comme il l'a été dit, date un petit peu, puisque c'était en 2006, mais c'est un sujet qui est rebattu, mais là, il y avait quand même de bonnes bases. Et si j'ai choisi cette exposition, hein, c'est parce que il y a un petit catalogue dont je vous donnerai les références, hein, qui est consultable, et ce petit catalogue est une ressource pour les enseignants, hein, pour bâtir un projet, pour aller, pour se renseigner, hein, que vous pourrez retrouver aisément. Et j'ai essayé, hein, de choisir le plus possible des choses que vous retrouverez dans le musée de Bibracte. Alors là, hein, cette petite image de l'exposition temporaire où vous voyez une image, hein, d'une projection, d'une image de la femme, hein, où on voit finalement juste l'enveloppe, hein, des vêtements. Et comme je le disais tout à l'heure, les vêtements, finalement, c'est très contextuel et on a du mal à définir, hein, s'il s'agit vraiment exclusivement pourquoi à l'époque gauloise des hommes ne porteraient pas ces tenues. Ça, on ne peut absolument pas le dire. Donc on commence avec les limites de la discipline. En revanche, si on revient à notre questionnement d'aujourd'hui, quels objets peuvent vraiment marquer, hein, sont vraiment exclusivement féminins, hein, là on vous a mis une assez belle photographie d'une femme enceinte. Ça va être en fait exclusivement plutôt, hein, tous les instruments chirurgicaux liés à l'accouchement, liés au corps féminin, hein, où là, si dans la peau d'un archéologue du futur, hein, si on fouillait le 21e siècle, il n'y a vraiment quasiment que ces outils-là, hein, qui sont strictement féminins, ou encore des outils, hein, comme le stérilet, etc. Hein, donc c'est déjà aujourd'hui, on dit que les archéologues ont du mal pour nos périodes antiques à retrouver des femmes, mais en fait, si on se situe vraiment, hein, du point de vue de l'objet, eh bien en fait les difficultés sont largement partagées avec notre période. Donc voilà, hein, cette enquête archéologique donc sur la femme, avec, hein, je vous ai mis au-dessus, hein, le lien pour aller retrouver ce catalogue, hein, qui est une exposition. Alors les expositions de Bibracte sont toujours faites en partenariat. Donc là, cette exposition a été travaillée avec le Musée national de Prague en République tchèque, avec le parc archéologique de Veterat à côté de Trèves et bien sûr le musée de Bibracte. Alors tout ça, hein, pour vous dire que Bibracte, c'est aussi un réseau européen de chercheurs, de musées, hein, et ça peut aussi avoir un côté extrêmement intéressant, ce côté européen, dans le montage de projets pédagogiques. Sur nouvelle image, hein, donc profession archéologue, regard et genre, petit exercice, hein, que après avoir fait pour bâtir mon propos aujourd'hui, hein, une enquête sur ces objets qui pourraient définir la femme aujourd'hui, j'ai juste tapé archéologue dans Google Images et voilà, j'ai fait un abstract, hein, de toutes les images que j'ai pu avoir, et on peut quand même se rendre compte que dans les représentations, même si cela évolue beaucoup en ce moment, la représentation de l'archéologue reste quand même un homme, hein, et on a quand même regardé notre Barbie archéologue, hein, qui est là et qui en dit long sur la représentation de la femme en archéologie toujours aujourd'hui. Alors c'est heureusement un métier qui se féminise. Néanmoins, nous pouvons quand même remarquer, hein, que les postes les plus importants restent encore occupés par des hommes, c'est-à-dire qu'on a
une tendance qui s'infléchit, hein, je l'admets, on a quand même une tendance à avoir dans les directeurs de recherche plutôt une présence masculine, et dans toutes les disciplines justement qui vont toucher à la médiation, au partage des savoirs, c'est plutôt encore assez féminin. Donc toutes ces choses-là, hein, évidemment, sont en train de bouger, et on va se battre pour que cela continue. D'autre part, hein, pour le regard de l'archéologue par rapport au genre, force est de constater, hein, que quand on ne sait pas trop, hein, quand on a une découverte et qu'on ne sait pas trop le genre, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un genre neutre, on a très très vite fait de le transformer en genre masculin. Hein, donc cette espèce de transformation induite est vraiment la résultante d'un métier extrêmement masculin. Un petit exemple, il y a on n'a absolument pas évidemment le même regard entre hommes et femmes, ce qui est vraiment intéressant. Hein, par exemple, on ne va pas du tout avoir la même utilisation de certains objets. Je pense notamment à des épingles à cheveux, qui sont en fait des objets en fer qu'on se mettait bien dans les cheveux pour faire son chignon, comme maintenant. Et moi, j'ai souvenir, hein, dans les réserves du musée des Antiquités nationales, hein, où des collègues avaient trouvé de grandes barres en fer ornées en disant mais ce sont des épingles à cheveux très très bien travaillées, etc. Et nous étions plusieurs femmes à passer derrière, à regarder aussi ces objets avec nos collègues masculins, et on leur a dit messieurs, si vous vous mettez ces choses-là dans les cheveux, vous vous arrachez le chignon, hein, c'est absolument impossible. Bon, c'est un exemple très très pragmatique, hein, mais qui fait que plus les regards sont différents entre hommes et femmes, et plus les interprétations seront différentes. Alors, nous allons là zoomer sur les données archéologiques, hein, qui en fait, quel est notre matériel pour avancer sur la question. Et la première chose, hein, qui est frappante, c'est que effectivement, sur les centaines de milliers qui ont pu être découverts à Bibracte, assez peu peuvent être attribués sans ambiguïté à la femme. Alors quand je dis sans ambiguïté, on va un petit peu préciser. Par exemple, cette image-là d'un vase en terre cuite qui est sur la gauche de l'image, avec une inscription, donc un nom féminin, un matérias en caractère grec. Là, effectivement, première individualisation ou caractérisation du féminin, un nom, hein, ce qui est quand même extrêmement important. Et ce nom, il se trouve être sur une céramique. Donc ça, on peut interpréter, on peut faire ce lien, hein, de la femme dans une activité quotidienne qui peut être effectivement la cuisine. Donc, si on part de ce postulat, là, on a énormément retrouvé de vaisselle. Nous vous remercions pour votre patience. Héloïse va se reconnecter très rapidement. Donc ces inscriptions sur vase, et avant que cela ne se déconnecte, hein, j'insistais sur le fait que si on connaît une écriture gauloise, hein, c'est-à-dire que les Gaulois n'ont pas de récit, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils n'écrivent pas, hein, et à partir du moment où on retrouve comme ça des inscriptions sur des vases, alors là c'est une inscription en caractère grec, on se dit, au nombre d'inscriptions que nous avons déjà découvert, qu'en fait, certainement, pas mal de gens maîtrisaient au moins cette écriture pour au moins écrire leur nom ou de courtes inscriptions. Hein, donc là, matérias, hein, donc ce nom en caractère grec, les Gaulois vont utiliser autant tout d'abord les caractères grecs et après plutôt les caractères romains, latins, hein, et on a parfois des mélanges des deux alphabets, hein, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent, il n'y a pas d'alphabet gaulois propre, hein, c'est vraiment un emprunt, hein, il y a une langue gauloise mais avec une forme extérieure, hein, ce qui complexifie un petit peu les choses. Donc ce vase, hein, avec une inscription là, qui atteste bien, hein, donc de la présence, les femmes existent, hein, chez les Gaulois, voilà, ça y est, hein, on a au moins une certitude. Sur l'image à droite, là c'est une inscription sur un autre vase, pardon, mais là qui ne va pas être un nom
de personne, hein, mais qui est en fait un nom de rivière, hein, qui est le nom de la rivière Durance. Ce qui est intéressant, on s'est demandé, pour vous expliquer un petit peu la façon dont nous raisonnons, quand on a retrouvé cette inscription à la maison, dans la maison romaine dite Pétien, dite maison du parc aux chevaux, on s'est demandé effectivement, on se dit, tiens, est-ce que ce serait un prénom comme Matérias, hein, c'est-à-dire un nom féminin, le prénom d'une personne. Et je vous disais tout à l'heure, la chose qui nous aide à l'interprétation, c'est le contexte. Et ce morceau de céramique avant cuisson a été inscrit, avant cuisson, a été découvert, hein, dans une canalisation d'eau, en fait, hein, et on y voit là évidemment un lien en se disant là, c'est pas une inscription personnalisée, hein, c'est pas le nom de quelqu'un, mais c'est en tout cas, hein, une dédicace à une rivière ou peut-être, pourquoi pas, une divinité entre guillemets, hein, de la rivière, puisque dans cette époque gauloise, si nous avons du mal à sentir, à montrer la présence féminine, il en est de même pour la présence des dieux. Hein, mais là, en tout cas, nous avons deux inscriptions, deux statuts différents, hein, mais deux inscriptions féminines. Alors là, hein, vous avez un petit glossaire que vous retrouverez, hein, dans la ressource, dans le catalogue que je vous ai communiqué, hein, où vous avez là, en langue gauloise, les quelques mots, hein, que l'on connaît et qui sont féminins. Donc vous voyez le dernier, hein, Una, l'eau, hein, qui a l'air d'être associé, hein, à l'élément féminin. Hein, vous voyez qu'il y a assez peu pour le moment, hein, de mots spécifiquement féminins. Hein, mais encore une fois, nous sommes dans des sciences qui évoluent, qui se construisent, et rien ne nous dit, hein, que les choses ne vont pas évoluer. Une autre image, hein, on retrouve toujours ces noms, et j'ai choisi cette image, hein, puisque en fait tous ces noms ou ces sobriquets, hein, vous les retrouverez, hein, dans l'exposition permanente du musée de Bibracte, hein, donc dans la présentation. Ces noms ont été mis en valeur, un relevé en couleur sur une vitre, et vous avez dans les vitrines les objets archéologiques qui correspondent, hein, qui sont en général des fragments de céramique, hein, qui ont été marqués au nom des personnes ou dans les qualificatifs, hein, comme la cavalière par exemple. Hein, donc c'est intéressant puisqu'on se dit, tiens, est-ce que le fait d'être cavalière, est-ce que c'est quelque chose qui est commun et on écrit comme ça de façon commune? Alors quand je vous dis qu'on écrit sur céramique, vous savez, on peut imaginer des bols bretons, hein, sur lesquels il y a les noms des gens. Mais est-ce que c'est, dans l'interprétation, on peut se dire que si c'est écrit, c'est quelque chose de relativement commun, et on peut se dire exactement l'inverse. Peut-être que cette épa cavalière, hein, c'était spectaculaire, et finalement, on l'a inscrit. Hein, donc là, les interprétations, hein, ne sont pas uniques, et encore une fois, hein, c'est le contexte qui va nous aider à se prononcer, mais nous laissons plutôt, hein, la place à plusieurs hypothèses qu'à un savoir unique. Alors là, encore une image, hein, de cette exposition Trésor de femmes, et là, les trésors de femmes, hein, vous voyez dans la petite vitrine qui ondule, ce sont surtout des os humains, hein, et effectivement, ces données anthropologiques vont être les plus riches d'enseignements en ce qui concerne le genre. C'est vraiment grâce à cela qu'on va souvent avancer de façon certaine. Le problème, parce qu'il y en a toujours un, c'est qu'en fait, quand nous sommes dans des périodes comme le 4e siècle avant Jésus-Christ, le 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, on va dire, à la période de la princesse Vix, hein, bon, il sera question de Vix un peu plus tard, là, on peut retrouver des os, des squelettes, puisque les gens sont inhumés. Vous allez le voir, pour l'époque de Bibracte, les choses se corsent encore un petit peu plus, c'est qu'en fait, l'inhumation n'est plus de mise,
on incinère et évidemment, incinérant, on brûle les os. Il y a tout un rituel avec plusieurs passages au feu des ossements humains. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, l'image là que je vous montre, c'est un site donc, de République tchèque, Tiché, où il y a une très très grande nécropole. Et là, on a pu faire des analyses très précises en grand nombre. Là, je vous montre une image, mais on a pu vraiment... il y a quelque chose comme un peu plus de 250 tombes. Donc là, on peut vraiment faire des statistiques et avoir une étude anthropologique poussée. En tout cas, les ossements du bassin sont vraiment ceux qui vont aider à déterminer, bien sûr, si on est bien en présence d'une femme ou un homme. Alors, je dis bien sûr, c'est assez commode quand on a affaire à des os de bassin de femmes qui ont accouché. Quand ce sont des plus jeunes filles, des plus jeunes femmes, c'est un peu plus difficile, mais on a quand même des différences du squelette avec une fiabilité à 95% par rapport à l'étude des os du bassin. Il y a vraiment là des caractères sexuels marqués, dont une déformation du bassin. L'autre élément qui va être intéressant, hop, je vais essayer d'avancer, ça ne peut pas, ça y est, ça va être l'étude du crâne, qui là, la forme du crâne va permettre une détermination sexuelle à 90%. Donc ce crâne provient de la même nécropole de Tiché en République tchèque. Et là, en fait, il y a des formes en fait de crânes différentes entre hommes et femmes. Il y a aussi toutes les histoires de sutures qui sont un peu différentes, mais surtout elles vont nous aider non à caractériser le genre, mais plutôt l'âge de la personne. Alors évidemment, on peut aussi, là je vous parle de détermination, je dirais à l'œil, en étudiant les ossements, en les mesurant. Évidemment, il y a maintenant toute la biologie moléculaire avec le patrimoine génétique, l'ADN, où là, on va évidemment avoir des résultats encore plus pointus. Mais je tenais aussi à montrer ces techniques d'observation chères à l'archéologie et dont on s'aperçoit qu'elles sont tout à fait efficaces. Alors là, sur ce crâne, en fait, j'en suis désolée, c'est un crâne masculin, mais quand j'ai envoyé mon PowerPoint, je n'avais pas encore l'information, alors que dans cette nécropole du site de Tiché, il y a aussi des crânes féminins. Alors j'ai fait une petite enquête, parce qu'en fait, vous voyez que ce crâne en bas de l'image, il a un trou, c'est une trace de trépanation qui a été faite vraisemblablement pour une personne qui est en vie, donc c'est une trépanation de soins. Et ma question, en fait, en m'interrogeant sur le genre de ce crâne, savoir s'il était masculin ou féminin, c'était de me dire, mais finalement, est-ce que hommes et femmes ont droit aussi à des soins médicaux? Donc là, comme j'étais en recherche d'informations, l'intérêt d'État Bibrac, c'est qu'on ait, je vous l'ai dit, un réseau européen. Donc, posant la question à Vincent Guichard, on a vite appelé les collègues tchèques qui nous ont bien expliqué qu'il y avait les deux types de crânes dans cette nécropole. Et pour le coup, voilà, on peut affirmer qu'on a vraiment des soins pour tous. Alors, quand je vous raconte la petite histoire de mes recherches là pour cette intervention, c'est aussi pour pouvoir vous dire, mais voilà, le centre de recherche, c'est vraiment un centre de ressources. Si vous avez des questions, on n'a évidemment pas toutes les réponses. On a tout un réseau de collègues qu'on peut complètement contacter et, dans la mesure du possible, essayer de répondre à vos questions, puisque c'est quand même le cœur de notre métier. Alors, je vous parlais de la princesse de Vix et de l'image en tout début d'intervention. On parlait de l'image de la femme. Voilà une très très belle image de la dame de Vix qui a été découverte dans les années 53. Voilà l'image qu'on
qu'on en donne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis, les interprétations des objets, par exemple, ont pu évoluer, puisque cette espèce de diadème qu'elle a, non, elle n'a pas un casque pour être en visioconférence. Elle a en fait, c'est en fait maintenant un torque, c'est-à-dire un collier. Et vous voyez que, alors ça, c'est vraiment un objet qui a été découvert dans la tombe. Derrière elle, vous avez ce grand cratère, le vase de Vix. Je ne veux pas du tout m'étendre dessus. Mais en tout cas, juste pour cette image pour vous dire qu'au moment de la découverte, les archéologues ont interprété la tombe de la Dame de Vix comme une tombe féminine grâce au mobilier qui était associé à cette femme. Donc ça, cette association a permis de dire, a fait interpréter une tombe féminine. Et en 1980, il y a vraiment eu une étude anthropologique des ossements, et là, ça a bien confirmé qu'il s'agissait bien d'une femme. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que toutes ces nouvelles techniques, et puis maintenant l'ADN qui pose encore d'autres questions, mais ça c'est un sujet plus vaste, toutes les techniques en fait de l'archéologie s'ajoutent. C'est-à-dire qu'on va, quand les techniques s'affinent, ou sont plus riches, on va confirmer, ajouter les choses qu'on a pu voir par rapport au mobilier. Alors, une des caractéristiques de ces mobiliers féminins, donc c'est surtout un nom, parce que le torque, lui, n'est pas forcément caractéristique du féminin, puisqu'on sait que les hommes en portaient aussi, mais c'est surtout ce gros collier avec entre autres des perles d'ambre, et ce qui a aussi mis la puce à l'oreille des chercheurs de 1953, c'est qu'il n'y avait pas d'armes associées dans le mobilier, et là qui peut déterminer en fait les tombes féminines et masculines. Bon, très rapidement, la petite image du musée du Châtelet pour faire un clin d'œil aux collègues, et le lien sous l'image, puisqu'en fait il y a de très belles images sur le site du musée de Châtillon qui peuvent être aussi une ressource importante. Les musées ont souvent beaucoup d'infos à votre disposition, donc n'hésitez surtout pas à utiliser ces ressources. Alors, revenons à Bibracte. Donc, je vous disais, alors à Bibracte, c'est plus compliqué puisque on n'a pas d'inhumation dans les nécropoles. Donc là, une tombe qui est celle que j'appelle la Dame de Bibracte, mais ça c'est une appellation qui m'est particulière. Voilà une sépulture qui a été découverte en 2004. Donc je vous montre sur la gauche la fouille de l'enclos funéraire qui est maintenant juste signalé sur le site de Bibracte. Donc là, on n'était pas du tout en train de rechercher les femmes celtiques. L'université de Vienne en Autriche faisait des sondages pour préciser ce qu'il y avait en tout cas à l'approche de la porte, à l'approche du rempart de la ville de Bibracte, et en faisant ces sondages, ils sont tombés sur cette tombe qui est une tombe isolée, assez vaste, avec vraisemblablement un jardin funéraire. Et vous avez sur la droite, donc sur la gauche le début de fouille, on aperçoit le dessus du vase, et sur la droite, voilà, on a continué notre fouille et on a là l'urne funéraire et le gobelet qui ont été découverts. Donc, vous voyez, structure et mobilier pour l'analyse archéologique, et voilà, un os sculpté. Donc voilà, ça c'est le mobilier en fait qui a été découvert dans l'urne à incinération, qui est donc le gros vase que je vous montrais précédemment. Donc, dans cette tombe à incinération, tous les objets, en fait, la majorité des objets étaient vraiment dans l'urne. Donc cette urne, elle a été prélevée, et on a fait une fouille. Alors les spécialistes anthropologues ont fait une fouille en laboratoire, et dans cette urne, ils ont trouvé environ 1200 grammes d'ossements humains, qu'il a fallu trier avec d'autres ossements qui sont des ossements animaux, dont vous voyez là un os sculpté
et qui a été carbonisé aussi, qui est un élément décoratif. Donc là, en fait, il a fallu déjà faire le tri entre les différents types d'os. Donc 1,2 kg d'ossements humains, et ces os, comme ils ont été brûlés, puisqu'en fait, il y a dans la cérémonie des funérailles, il y a plusieurs passages sur le bûcher, des ossements, mais on va mélanger des objets, on va aussi brûler des objets. Et donc là, les ossements humains, en tout cas, nous disent que la température a été au moins de 800 degrés. Donc en fait, les os qui étaient au fond de l'urne, et il s'avère qu'ils étaient un peu moins brûlés, donc meilleurs pour l'observation. Et il y a aussi des os d'un autre corps, ça veut dire qu'on a certainement ramassé dans le bûcher des os d'un corps qui avait été brûlé précédemment. Je m'excuse, c'est une discussion qui n'est pas super terrible le matin comme ça, après le petit déjeuner. Donc en tout cas, la collecte d'os de cette dame de Librac a été assez soigneuse et complète. Je vous ai dit, on a 1,2 kg d'os, alors qu'un corps adulte complet, c'est entre 1,7 kg et 1,8 kg. Donc on voit que là, il y a eu quelque chose d'assez précautionneux. On a pu dire, évidemment, que c'était une femme, grâce à l'étude de ses os, et surtout qu'elle mesurait environ 1,70 m et que cette femme était âgée en gros de 20 à 39 ans. Alors elle a été identifiée comme étant une femme, là pas en restituant les os brûlés de son bassin, mais plutôt ceux du crâne, qui étaient donc en dessous, les plus bas dans l'urne funéraire. Et on a pu mettre en évidence, par exemple, des pathologies dentaires, et une sinusite maxillaire. Vous voyez que même avec des os crâniens passés plusieurs fois au bûcher, les collègues arrivent à sortir ce genre d'interprétation. Alors, il y a également dans cette urne, vraisemblablement, c'est encore en discussion, mais très certainement les restes du fœtus d'un nouveau-né. Donc visiblement, cette femme est morte très certainement en couche. Ce qui est, je vous le rappelle, une des causes de mortalité les plus fréquentes chez les femmes dans l'Antiquité. Donc je vous parlais du bûcher, un petit dessin qui restitue en fait ce bûcher avec ce lit funéraire. Qui était extrêmement orné. Vous avez vu, je vous ai montré un fragment d'un très très beau morceau d'os. Donc là, on voit qu'on a quand même affaire à une femme de rang assez riche en tout cas. Mais le mobilier que l'on va trouver, donc là je vous remontre la même chose, c'est-à-dire les objets. Donc on retrouve l'urne, le gobelet, les ossements de la banquette présentés dans le musée de Librac. Donc quand on étudie cette tombe, ces restes, donc on se rend compte qu'il s'agit d'une femme qu'on va appeler de haut rang dans notre jargon, une femme qui a certainement de l'argent, déjà parce qu'elle n'est pas incinérée dans la nécropole qui a été fouillée, qui se trouve au bas du musée, qu'on a fouillé précédemment, où là, il y a plus de gens. Donc on se dit que c'est une personne qui déjà va s'isoler, et sur un espèce de promontoire, c'est-à-dire qu'on voit sa tombe très certainement de loin. Et surtout, le gobelet que je vous ai montré est un objet d'importation, il est plutôt méditerranéen. Les éléments de banquette, la présence d'une banquette funéraire est assez inhabituelle en contexte gaulois. Donc ça nous donne deux informations, c'est-à-dire que cette femme est certainement romaine, puisque là elle a vraiment les éléments romains. Donc on peut imaginer une jeune romaine qui aurait épousé un Éduin, et qui du coup dans ses funérailles montre d'où elle vient. Et ce qui nous met aussi un petit peu sur cette piste-là, c'est qu'on a pu trouver des restes de végétaux,
qui ont été, je cherche mes mots, des restes de... Ah ben, j'ai avalé le mot, donc ça reviendra, je vous le redirai plus tard. En tout cas, des restes de fruits, dont j'oublie le mot, je suis désolée, il est passé, qui sont plutôt des fruits méditerranéens et qui sont assez onéreux pour l'époque. Donc voilà, toute cette autopsie, en fait, des objets archéologiques pour arriver à comprendre un petit peu. Donc, ce qui est assez troublant, c'est que ces femmes, en fait, je vous parlais de Vix tout à l'heure, c'est que on voit très bien. On a quand même des exemples majeurs, ce qu'on appelle au premier âge du fer à l'époque de la Dame de Vix. Quand on arrive dans cette époque de la fin de l'époque gauloise où il y a des villes qu'on appelle les oppidas, c'est-à-dire on est à vraiment à la fin de l'époque gauloise. Là, on a beaucoup plus de mal à trouver les femmes. Alors, on disait, Claire Despales disait en introduction que c'est un sujet qui évolue beaucoup, et là, je partage complètement. Pourquoi le sujet évolue? C'est parce qu'on les cherche. Au début de l'intervention, je vous disais que c'était une profession extrêmement masculine au départ, et c'était pas forcément un thème de recherche qui allait animer les collègues. Et là, on les cherche pas. Parce que on a été un peu interloqué de dire, mais c'est quand même curieux qu'à la fin de la période gauloise, elle soit aussi peu présente. Donc cette absence, en archéologie, l'absence est signifiante. Cette absence, elle nous interroge. Évidemment, on est bien persuadé qu'il y avait des femmes à cette époque, mais cette absence, elle nous interroge sur quel statut elles ont. Pourquoi il y a des femmes de pouvoir que l'on arrive à voir très très bien au premier âge du fer, à l'époque de la Dame de Vix, et ont-elles perdu ce pouvoir à la fin de l'époque gauloise, ou encore nous ne sommes pas, nous, archéologues, capables de le voir. Ces signes peut-être nous échappent. Alors, Élodie, qui est à côté de moi, qui travaille également à Vibract, vient de me passer un petit mot. Les fruits qu'on a retrouvés, ce sont des noyaux de dattes. Voilà, je cherchais le mot. Je rectifie. Donc, là, dans la deuxième partie du propos, là, je vais essayer rapidement de traiter du propos qui aurait dû être présenté par ma collègue Hélène Duchamp, qui a hélas eu un accident. Donc, je vais le traiter de façon plus rapide et certainement moins érudite qu'Hélène. En tout cas, c'est vrai qu'on se pose la question, quand je vous disais on cherche les femmes, etc. Évidemment, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est la parure. Alors précédemment, vous aviez, et on avait vu sur le collier de la Dame de Vix, une perle en ambre. L'ambre est vraiment un matériau qui, pour le moment, est vraiment réservé aux femmes. L'information, on l'a, puisqu'on a fouillé, alors ça nous vient plutôt d'endroits comme la Sicile, où on a des temples dédiés, vraiment des temples féminins, qui sont vraiment, qui recèlent beaucoup d'éléments d'ambre. On sait que l'ambre, on allait la chercher en Pologne, et elle était utilisée, on la portait sur soi, les femmes la portaient sur soi pour se garantir que l'accouchement se passe bien. L'ambre était aussi mis sur la peau des bébés, déjà pour certainement traiter la douleur. Donc là, on a au moins un matériau qui est exclusivement réservé aux femmes et au culte féminin. Donc là, toutes ces informations-là sur l'ambre et les cultes féminins, vous pourrez également les retrouver sur le site de Vibract. Ces questions ont été traitées dans une exposition temporaire qui s'appelle l'Odyssée gauloise. Et là, pareil, vous avez un petit catalogue, un petit PDF sur le site de Vibract où vous pouvez retrouver toute cette information. Autre matériau, là, ce que vous avez devant vous, ce sont des perles en verre. Alors, ces perles en verre, vous les verrez pas présentées de cette façon, mais elles sont présentes dans l'exposition temporaire du musée de Vibract, comme les perles en ambre d'ailleurs. Et jusqu'à maintenant, ces perles en verre, qui ne sont pas découvertes que dans des contextes de nécropole, dans des contextes funéraires, mais ce sont les contextes funéraires qui vont nous aider
à faire parler ce matériau. Et en fait, pour le moment, on les retrouve plutôt en grande majorité dans des tombes de femmes. Donc là, on peut dire statistiquement pour le moment que ce matériau est réservé aux femmes, et c'est un des rares matériaux qui va faire qu'on va absolument, si on trouve ces éléments de perles dans une tombe, on est à peu près sûr qu'il s'agisse d'une femme. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, un autre collier qui, lui, est... vous ne trouverez pas au musée de Bibracte, puisqu'il est dans les collections aussi de la République tchèque. Mais voilà un collier qui date, lui, plutôt du IVe siècle avant Jésus-Christ, avec de très belles perles. Et là aussi, on est très certainement, ça désigne un contexte féminin. Donc malgré tout, on a quand même, si la parure n'est pas du tout réservée au féminin, je vous ai dit tout à l'heure, les hommes portent également des torques, c'est que les Gaulois, ils portent des bracelets, ils portent des bagues, ils ont des coiffures assez extraordinaires qu'on voit sur les monnaies. Donc le fait de se parer n'est évidemment pas nécessairement féminin, au contraire, ce qu'on voit en tout cas chez les guerriers gaulois, ce qu'on voit en regardant, en observant par exemple les monnaies, c'est que ce sont vraiment, on voit qu'il y a vraiment une sorte de coquetterie dans la coiffure, dans l'image, etc. Donc là, il faut aussi dépasser un peu les clichés quand on étudie les objets archéologiques. Voici ici un bracelet qui lui vient de Rhénanie-Palatinat. Je vous ai dit un bracelet, mais en fait c'est une plaque de joue. On l'a longtemps, c'est une interprétation qui a été donnée mais qui est erronée. En tout cas, cette plaque de joue, parce qu'en fait elle a des fixations, elle est intéressante ici pour l'image qui est reproduite dessus. Donc le fait que ce soit une plaque de joue, ça veut dire que c'est une applique décorative et elle provient en fait d'une très riche tombe à char féminine, dont tous les objets sont vraiment décorés, et on voit bien ce buste avec un torque, vous voyez ce collier qui est représenté, et d'une longue coiffure féminine, qui pourrait, alors dite féminine, qui semblait en fait aux tout premiers chercheurs, comme et tous les chercheurs d'il y a une cinquantaine d'années, excusez-moi, disaient là la coiffure c'est une femme, alors qu'en fait c'est l'ambiguïté totale. C'est-à-dire que là, quand on regarde ce décor, on ne peut absolument pas dire si c'est une représentation de femme ou d'homme, et ce ne sont pas ces représentations de coiffure qui vont en fait dire si c'est homme ou femme. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à peu, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années encore, on pouvait dire que c'était des femmes représentées. Alors évidemment, il y a le contexte, on est dans une tombe à char féminine, mais pour autant, là, sur la représentation, on n'a absolument pas de certitude. Une autre représentation, je m'excuse d'avance de la qualité de l'image, j'ai fait très vite tout à l'heure, c'est pas terrible. Ça, c'est une copie d'une sculpture en bois qui a été trouvée en Suisse à Yverdon, copie que vous pourrez voir dans le musée de Bibracte, et vous voyez que cette sculpture anthropomorphe, avec un buste humain, on va retrouver également le torque, et on aurait à la forme, on pourrait facilement l'interpréter comme une femme, puisque sur la gauche on voit aussi une coiffure, alors qu'en fait il s'agit d'un homme, que là on ne voit pas, mais quand on regarde très précisément, il y a une arme sur le profil. Donc effectivement, les représentations de l'époque gauloise nous posent la question. On avait dans une exposition qui s'appelle Les Gaulois font la tête, nous avions intitulé toute une section drôle de genre, puisqu'en fait tout le monde pensait a priori en regardant ces sculptures que c'était une représentation de femme, alors qu'il n'en est rien. Et si on pousse l'enquête un petit peu plus
un peu plus finement, un petit peu plus longue sur l'échelle de l'Europe moyenne tempérée, par exemple, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de représentation de femmes, en tout cas en ronde bosse, en sculpture. Il y a des représentations ambiguës sur des plaques décoratives, celles que je viens de vous montrer, sur cet objet-là, mais dans la sculpture proprement dite, aucune femme n'est représentée. Et je pourrais faire la même remarque sur la sculpture animalière. Il y a sur tous les exemples de sculpture animalière, pas du tout d'animaux femelles représentés. Donc là, je vais finir par une question, en fait. C'est que on s'aperçoit, par rapport, je vous disais, on connaît mal les femmes, mais on connaît aussi très très mal les dieux. Donc, ce dont on s'aperçoit grâce aux éléments littéraires, grâce à l'étude du mobilier archéologique, c'est que on se doute bien qu'il y a des dieux, puisqu'il n'y a aucune raison que les textes antiques nous mentent, mais on n'arrive pas à les trouver au bout d'une truelle. Donc là, la question des dieux à l'époque gauloise est extrêmement épineuse, tout comme cette question de la femme. La question des dieux, on dit qu'on ne les trouve pas au bout de notre truelle, puisque visiblement, le fait, encore une fois, l'absence est signifiante, le fait qu'on ne les trouve pas veut certainement dire qu'il y a un tabou de représentation. Ma dernière question, par rapport à cette absence de représentation féminine, y a-t-il un tabou de la représentation féminine à l'époque gauloise, et pourquoi? Nous n'avons pas encore la réponse, mais voilà, je vous laisse la réflexion sur le sujet. Pourquoi il pourrait y avoir un tabou de représentation? Une des pistes pourrait être celle qu'a annoncée Vincent Guichard en introduction, où il disait qu'il craignait que la société gauloise soit assez patriarcale, comme la nôtre, ou encore pire. Voilà, ça peut être une des pistes, mais néanmoins, dans la réflexion, dans cette enquête que nous pouvons ouvrir, n'oublions pas qu'on voit l'élément féminin au premier âge du fer et qu'on ne le voit plus après. Voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie pour votre patience. Merci Héloïse. Juste deux questions qui ont été posées dans le chat public, si tu veux bien y répondre. La première question, c'est: les bracelets en verre gaulois sont-ils également genrés comme les perles? Oui. Pour le moment, c'est le matériau qui genre. Mais ça, ce serait une information que je ferai vérifier, valider par Hélène Duchamp, mais à ma connaissance, pour le moment, on n'a pas encore de bracelet en verre associé à des tombes masculines. Alors c'est donc entre autres à Mandeur en Franche-Comté, là où il y a un grand sanctuaire avec une des donc entre autres à Mandeur en Franche-Comté, là où il y a un grand sanctuaire avec une des plus belles collections de bracelets, où il y a des bracelets qui sont assez épais et assez d'un diamètre très très grand. Donc on s'était dit ça appartient peut-être à des hommes, mais là on n'a pas d'élément de réponse. Et pour le moment, comme il n'y en a pas dans les tombes, on continue à dire que c'est vraiment un matériau féminin. Autre question, les femmes portent-elles des armes? Alors, ça il y a quelques cas, j'ai plus l'exemple en tête, mais il y a quelques cas où on va retrouver effectivement des armes dans des tombes féminines. Donc ça complexifie encore, mais il y a tout un cortège en fait il y a tout un cortège d'objets, c'est-à-dire que dans une tombe féminine, évidemment, on connaît aussi par la littérature des Gauloises qui sont des guerrières, donc ça existe, ça on en est sûr, ça existe, on l'a trouvé. Nous, notre objectif, c'est essayer de ne pas raisonner sur l'exception. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai parlé statistiques. On essaie de raisonner quand même sur des ensembles, parce que on a bien conscience que, par exemple,
un personnage dit d'exception. Ça faudrait encore, on faudrait encore qu'on détermine ce qu'est un personnage d'exception. Mais on va avoir tendance à le mettre en valeur ou à la mettre en valeur en ce qui concerne les femmes. Et ça va être un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est quand même apparemment exceptionnel. De ce qu'on voit dans nos enquêtes archéologiques, c'est quand même plus souvent les hommes qui vont au combat et les femmes dans leur vie quotidienne qui ont toutes les tâches, cuisine, enfants, ménage, tissage, puisque on retrouve dans les maisons gauloises, on retrouve des pesons, des métiers à tisser dans les maisons à côté du lieu de cuisine, et il se trouve que visiblement les femmes ont ces tâches-là en particulier et de façon récurrente, mais il n'empêche qu'il y a quand même et des femmes de pouvoir et des femmes armées. Dernière question, c'est où en est-on sur l'association armes masculins chez les populations celtes? Alors là, il faudrait faire appel à des spécialistes. C'est des sujets qui sont vraiment là en train d'être traités. Donc là, je suis pas en mesure de répondre là tout de suite. Il faudrait que je cherche. Je renvoie sur les questions de genre. Je renvoie sur le travail de Laurent Olivier, conservateur au musée d'Antiquité nationale, qui lui avait montré dans ses travaux, mais qui concernent le premier âge du fer, et donc à Bibrac on est plutôt second âge du fer, ce qui explique que je suis un peu plus empruntée pour vous répondre. En tout cas, Laurent Olivier avait montré dans ses travaux que dans certaines tombes, donc à inhumation, où on avait un mobilier, où il y avait des armes, où en fait on n'arrivait pas à distinguer le genre d'après le mobilier. Il a fait des comptages et il se rendait compte que, par exemple, entre une tombe d'homme et une tombe de femme, ce qui allait déterminer la tombe de femme, c'est qu'il y avait des objets qui étaient doublés, qui étaient par paire. Et ça, par exemple, on a, je crois, rarement de tombe masculine à 2 épées. Mais là, toutes les informations que je donne sur cette question sont à valider. Et ce ne serait pas honnête de ma part de dire que j'ai vraiment la réponse à cette question. Merci Héloïse, merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons passer à la suite. Merci et à très bientôt.